Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le président camerounais Paul Biya salue le courage des ex-otages. Libérés ce samedi, ils ont été reçus à Yaoundé par le chef de l'État qui a promis l'éradication totale du groupe Boko Haram. L'appel au dialogue de l'opposition en Guinée équatoriale. Plusieurs partis ont rejoint la convergence pour la démocratie sociale. Objectif, obtenir des échanges constructifs avec le président Obiang Nguema Mbasogo. En Mauritanie, les grands chantiers immobiliers se multiplient. Pourtant, le manque de main-d'œuvre locale est une réalité. Vous verrez que les autorités font de plus en plus appel aux travailleurs étrangers pour combler ce manque. Après plus de 76 jours de détention, les 27 ex-otages libérés ce samedi au Cameroun ont été reçus à Yaoundé par le président de la République, Paul Biya. Parmi eux se trouvent des travailleurs chinois et des Camerounais, dont l'épouse du vice-premier ministre Amadou Ali. Paul Biya a promis l'éradication totale du groupe nigérian Boko Haram, soupçonné d'être à l'origine de la capture. Les détails avec notre correspondant Narcisse Doumbé. Joie et émotion étaient perceptibles ce lundi au Palais de l'Unité au cours de la rencontre entre le chef de l'État camerounais Paul Biya et les 27 ex-otages. Malgré quelques signes de fatigue, les 10 Chinois et 17 Camerounais libérés samedi dernier par Boko Haram sont en bonne santé. Parmi eux, l'épouse du vice-premier ministre Amadou Ali, le lamido de Kolofata, son épouse et 6 de leurs enfants. Cependant, aucune information fiable n'est disponible en ce qui concerne les conditions de leur mise en liberté, même si certaines sources parlent d'un gros échange de prisonniers. Selon le président Paul Biya, principal artisan de cette libération, cette opération doit en partie son succès à la collaboration entre l'armée et les populations. Nous devons ce bon résultat également à l'engagement des populations du Cameroun, que ce soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, je dirais même plus. Les populations de l'extrême nord qui vivent le calvaire tous les jours, mais qui apportent aux forces de l'ordre un concours que nous apprécions. La détention de ces 27 personnes dans le nord-est du Nigeria a duré plus de 2 mois dans des conditions difficiles. Nous étions à même le sol. Et ça, je vous dis, tout votre séjour? Pendant tout notre séjour, nous étions sur des espèces de bâches en plastique. Et c'était ça qu'on avait comme matelas et je vous assure, c'est pas évident. Tous les 17 ou avec les Chinois? Tous les 17, les Chinois, on ne les voyait pas. Je dois vous dire que les 17, d'abord, les femmes et les enfants ont été séparés des hommes. Ça, c'est déjà un premier traumatisme. Surtout que moi, c'était ma famille et je n'avais aucune nouvelle de cette famille. Et les hommes qui restions, nous étions 8, on nous a séparés en 2 groupes. Et les Chinois, nous ne savions même pas où ils étaient. Nous les avons seulement revus la dernière semaine de notre libération. Avec la libération de ces 27 Chinois et Camerounais, la secte islamiste Boko Haram ne détient plus aucun otage enlevé en terre camerounaise. Sur le terrain, les combats se poursuivent et s'intensifient. Selon certains médias locaux, l'armée camerounaise a appréhendé ce lundi 4 islamistes infiltrés et un 5e a été abattu. En Guinée équatoriale, certains partis politiques de l'opposition ont rejoint ce vendredi la CPDS, la Convergence pour la démocratie sociale, une coalition de partis d'opposition. Objectif, obtenir un dialogue politique avec le président de la République, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Un dialogue politique que le gouvernement prévoit d'intensifier dès le mois de novembre. Explication avec notre correspondant sur place, Léopoldo Enemé. L'opposition équato-guinéenne appelle à un dialogue avec le chef de l'État Teodoro Obiang Nguema Mbasogo et les partis politiques. Un appel lancé ce vendredi par André Sonondo, le secrétaire général de la CPDS, la Convergence pour la démocratie sociale. André Sonondo avait rencontré le chef de l'État équato-guinéen en avril 2014 et s'était accordé sur la nécessité de mettre en place un dialogue qui, selon Andrés, le gouvernement veut silencier. La rencontre d'aujourd'hui vise à faire savoir à la population que l'idée d'une table de dialogue existe et que nous voulons également que l'opinion publique internationale sache où en est ce dialogue, quelles sont les stratégies que le gouvernement est en train de faire. Il s'agit par ailleurs de dénoncer ce que font la CPDS et les autres partis qui ont signé le manifeste de Madrid contre les manœuvres du gouvernement sur le thème de table de négociation. Le manifeste de Madrid dont parle André Sonondo est un document signé par l'opposition dans la capitale espagnole le 22 mars dernier sur l'impulsion de la CPDS. Dans ce document,
Les partis politiques et les mouvements signataires en expriment leur adhésion pour un dialogue. Des discussions dans lesquelles seront abordés les principaux problèmes du pays, une étape primordiale selon la CPDS. Il s'agit d'une première étape. Nous allons maintenant faire une tâche intensive d'information et de sensibilisation de la population. Pas seulement pour que les gens sachent qu'il y a besoin d'un dialogue, mais aussi que les populations prennent partie à ce dialogue. C'est la chose la plus importante dont notre pays a besoin en ce moment. L'opposition équato-guinéenne est de plus en plus mobilisée pour un dialogue avec le pouvoir. Des discussions que les autorités ont acceptées et prévues pour novembre 2014, ce qui pourrait faire des remous dans le contenu des discussions. L'opposition exige la promulgation d'une loi de réconciliation nationale, une législation claire qui régisse le fonctionnement des partis politiques en Guinée équatoriale et l'accès équitable aux médias d'État. Des débats que le CPD souhaite en présence d'observateurs internationaux. Le Forum pour le développement en Afrique s'est ouvert ce lundi à Marrakech, au Maroc. C'est la première fois que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique organise cet événement en dehors de son siège d'Addis Abeba en Éthiopie. Les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et sénégalais Macky Sall ont fait le déplacement pour participer à ce forum. La thématique de cette édition réunit les modes de financement innovants pour la transformation de l'Afrique. Plus de détails avec notre envoyée spéciale Marie-Angèle Touré. Je me trouve, comme vous le savez, devant le centre de conférence du Palais des Congrès, de la Roseraie, de la Palmeraie à Marrakech au Maroc pour ce 9e forum pour le développement de l'Afrique. C'est en réalité une plateforme de discussion relative aux mécanismes de financement sur le continent africain, de financement novateur, il faut le préciser. Cet événement, c'est un événement biennal de la Commission économique pour l'Afrique et il se tient pour la première fois, il faut le signaler, à Marrakech, donc ici au Maroc, en dehors d'Addis Abeba. Il est organisé par la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement et d'autres partenaires clés. Les premiers intervenants sont Carlos Lopez, le secrétaire exécutif de l'UNECA, José Maria Neves, le Premier ministre du Cap-Vert, Mohamed Boussaïd, le ministre de l'Économie et des Finances du Maroc. Plusieurs chefs d'État africains, je précise, participent à cet événement et les autorités, les ministres, les autres participants pourront intervenir lors des discussions organisées jusqu'au 16 octobre et nous reviendrons bien sûr sur le contenu de cet événement dans nos prochaines éditions. En Mauritanie, les projets et les chantiers se multiplient, notamment dans le secteur de l'immobilier. Une production en hausse alors que le pays est en déficit de main-d'œuvre qualifiée. Résultat, le pays fait appel aux travailleurs étrangers et plus particulièrement aux Sénégalais. Reportage de notre correspondant sur place, Mohamed Abdellahi Abé. En Mauritanie, le besoin en main-d'œuvre qualifiée s'est fait de plus en plus sentir. Nombreux sont les chantiers sur lesquels l'activité est au ralenti depuis une semaine. Beaucoup expliquent cette situation par les départs des ouvriers sénégalais pour fêter la Tabaski dans leur pays. Il faudra attendre 2 à 3 semaines pour que le travail retrouve son rythme habituel. La communauté sénégalaise est très importante en Mauritanie. Selon les statistiques, elle représente environ 40% des étrangers vivant dans les pays. Les étrangers contribuent quand même au développement des pays. Je vais prendre l'exemple précis des Sénégalais, qui sont là assez nombreux par l'effet de la proximité des deux pays, parce que c'est des pays riverains. Les Sénégalais sont assez nombreux et ils travaillent dans divers domaines d'activité. Si je prends l'exemple, par exemple, du bâtiment, vous faites le tour de Nouakchott, ou même à l'intérieur du pays, vous ne trouverez que la quasi-totalité de ces ouvriers qui travaillent dans ces bâtiments, ce sont des Sénégalais. Face au déficit de main-d'œuvre qualifiée, les pouvoirs publics ont mis en place des réformes du système éducatif en valorisant la formation professionnelle. Ceci permettra de limiter le taux de chômage des jeunes qui dépassent les 14%. On fait toujours recours à nos amis voisins, soit sénégalais, soit marocains, soit algériens, pour répondre aux besoins du marché de l'emploi qualificatif. Mais pour les nationaux, il y a très peu. Je peux te dire qu'il y a très peu. Et nous souhaitons que vraiment l'État regarde. Et le besoin qui se fait sentir, ce sont les formateurs eux-mêmes qui doivent avoir des compétences techniques pour former des bons qualifiés. Convaincre les Mauritaniens d'exercer les métiers manuels demeure une tâche difficile. Il convient aujourd'hui au gouvernement de mettre en place des initiatives devant encourager les jeunes à se diriger vers cette filière.
Le Niger a approuvé en Conseil des ministres la convention d'exploitation de 2 mines d'uranium situées dans le nord du pays. Le Niger et le groupe Areva avaient signé en mai 2014 un accord de partenariat stratégique devant conduire à la signature de nouvelles conventions régissant la Somaïr et la Cominac, les 2 sociétés exploitant les mines d'uranium qu'Areva contrôle partiellement. La Tanzanie a connu ces dernières années une série d'attaques sur les personnes atteintes d'albinisme, des attaques liées à des mythes et à la sorcellerie. Pour protéger ce groupe vulnérable, le gouvernement tanzanien a décidé de rassembler les enfants albinos dans des centres sécurisés. Regardez ce sujet de la rédaction. Veuillez nous excuser pour ce problème technique. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.